Depuis les débuts de l'aviation, les pilotes ont toujours voulu pulvériser les records, franchir l'infranchissable et aller toujours plus vite. Ainsi, des pionniers comme Ningesser et Collie ou alors Charles Lindbergh ont banni cette frontière infranchissable qui était l'océan Atlantique. Ils ouvrirent ainsi la voie du transport de masse au-dessus de l'Atlantique, de Paris à New York et de New York à Paris. Plus tard, des liaisons transatlantiques supersoniques furent même possibles avec un avion exceptionnel, j'ai nommé le Concorde. Merveille franco-britannique qui permit pendant un temps d'aller à 2 fois la vitesse du son. À l'occasion des 40 ans du premier vol Paris-New York en Concorde, laissez-vous transporter par l'histoire de cette ligne mythique. Concorde, une bien belle machine, n'est-ce pas? Un avion conçu dans les années 1960 et qui prit son envol en 1969 pour la première fois aux commandes d'André Turcat à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Son premier vol chez Air France eut lieu en 1976, mais son premier vol Paris-New York eut réellement lieu en 1977. Mais avant de parler de Concorde, remontons un peu en arrière. L'histoire de la transatlantique est très révélatrice de ce qu'était l'aviation au début du siècle dernier, à savoir un terrain sur lequel on avançait à tâtons et qui était le théâtre d'une course effrénée au record. Cette course était encouragée par de richissimes enthousiastes de l'aviation qui mettaient en jeu des prix aux sommes colossales. On peut prendre l'exemple du prix Orteig, le prix qui lança l'envie de traverser l'océan Atlantique et qui était de 25 000 $ de l'époque. L'histoire des vols transatlantiques, c'est aussi l'histoire de passionnés qui ont absolument tout mis en œuvre pour pouvoir arriver à leur fin. Voici l'histoire de ces pilotes. Le premier vol transatlantique de l'histoire fut effectué par un hydravion construit par Glenn Curtiss, le premier constructeur américain d'avions. C'est d'ailleurs lui qui en 1909 remporta avec un aéronef de sa conception la coupe Gordon Bennett mise en jeu lors de la grande semaine d'aviation de Champagne. L'hydravion qui permit cet exploit est un Curtiss NC4 équipé d'un moteur V12 développant une puissance de 400 chevaux. Pour vous figurer un peu le truc, c'est à peu près la puissance d'une Mercedes A45 AMG. Mais autre précision et pas des moindres, le NC4 pèse 12 tonnes à pleine charge. Donc niveau vitesse, on repassera. On peut seulement aller à 155 km/h. Mais cette traversée réalisée pour le compte de l'US Navy avec son matériel aéronautique militaire comme le NC4 fut un véritable succès technique et une véritable prouesse pour l'époque. En effet, c'est pas moins de 21 destroyers de la marine américaine qui sont disposés en collier de perles sur tout le trajet du NC4 afin de le poursuivre. Ainsi, avec tout ce dispositif, l'hydravion et son pilote, Albert Cushing-Reed, rallièrent Long Island à Plymouth en Angleterre entre le 8 et le 31 mai 1909. Malheureusement, cette réussite fut éclipsée par deux Britanniques, John Alcock et Arthur Whitton Brown. Le 14 juin de la même année, ils passèrent à la postérité en effectuant le premier vol transatlantique sans escale. Pour ce faire, ils utilisèrent un bombardier lourd de la Première Guerre mondiale, le Vickers Vimy 4. Ce bombardier est beaucoup plus puissant que l'hydravion NC4. En effet, il possède deux moteurs V12 de 360 chevaux chacun, ce qui permit à cet avion de boucler en 16h28 la traversée Terre-Neuve-Irlande. Cette traversée, bien que passée à la postérité, est vraiment passée à deux doigts de la catastrophe. En effet, les deux pilotes durent affronter des problèmes de givrage sur leur moteur, ce qui fit perdre énormément d'altitude à l'appareil à plusieurs reprises. De quoi donner beaucoup de sueur froide aux deux valeureux pilotes. Ces problèmes de givrage étaient résolus à la dure et avec les moyens du bord, et je pense qu'il fallait une bonne dose de courage pour, je sais pas moi, aller retirer des pains de glace à la main en montant sur les ailes, en plein vol, par exemple. Et en plus de cela, l'atterrissage fut, on va dire, mémorable, c'est le mot. En effet, rien de tel qu'un beau kiss landing pour finir en beauté, un vol qui était réellement éprouvant. Ah, on me dit à l'oreillette en fait que non, ils se sont écrasés tels des moustiques sur un pare-brise sur la route des vacances. Malheureusement, ces deux pilotes et leur réussite mémorable furent éclipsés là encore quelques années plus tard par un certain Charles Lindbergh. Mais on y reviendra. Le 2 juillet de la même année, décidément en 1919 il s'est vraiment passé beaucoup de trucs, eut lieu le premier vol d'un ballon dirigeable au-dessus de l'océan Atlantique. Cet aéronef rallia l'Irlande à Long Island sur la façade atlantique des États-Unis. Ce vol resta unique jusqu'en 1928 où les zeppelins de construction allemande commencent à faire des liaisons régulières transatlantiques, mais là encore on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Ningesser et Collie, deux as français de la Première Guerre mondiale, tentèrent de traverser l'Atlantique sans escale et en avion. Ils décollèrent du terrain d'aviation du Bourget le 8 mai 1927 et devaient arriver le lendemain
à New York, au plus proche de la Statue de la Liberté en Amérissant sur l'Hudson River. Leur avion, un Levasseur PL-8, conçu par l'ingénieur français Levasseur, devait leur permettre de tenter l'exploit. Cet avion, l'oiseau blanc de son petit nom, était un véritable jerrycan volant et devait tenir 40 heures en vol avec ses réserves. En qualifiant leur voyage vers le Nouveau Monde, j'ai parlé de vaines tentatives. En effet, leur voyage fut malheureusement funeste. Ainsi, on n'entendit plus jamais parler de Ningesser et Collie, ces deux valeureux pilotes qui voulaient braver l'Atlantique, mais qui malheureusement ne prirent pas compte des conditions météorologiques. Ainsi, ils se seraient abîmés au large de Terre-Neuve, mais jamais on retrouva leur avion, et ainsi, leur disparition est le plus grand secret de toute l'histoire de l'aéronautique. La pièce que vous voyez juste derrière moi est en fait la relique de ce voyage. La seule et unique pièce de l'avion que l'on ait retrouvée, c'est le train d'atterrissage de celui-ci. En effet, Ningesser et Collie ont largué le train de cet avion quelques minutes après leur décollage pour éviter qu'il oppose une trop grande résistance à l'air par rapport à l'avion. Ainsi, son largage fut une grande économie de carburant, mais à quel prix ? Jamais plus on retrouvera ces pilotes. C'est après plus de 33 heures exténuantes et seules que Charles Lindbergh posa son premier pied en Europe, ici même, à l'aéroport du Bourget. Il fut accueilli par une foule énorme venue des quatre coins d'Europe pour admirer son exploit. A l'aide de son avion, le NYP Spirit of Saint-Louis, il fut le premier à traverser l'Atlantique du sens est-ouest. Et ainsi, il fut même le premier à traverser celle-ci sans escale. Charles Lindbergh réussit à traverser l'Atlantique quelques jours après la vaine tentative du tandem français Ningesser et Collie, et rafla en même temps le prix de 25 000 $ qui était promis au premier à traverser l'Atlantique. Mais Lindbergh ne fut pas le seul à essayer de traverser l'Atlantique. En effet, d'autres tentatives partirent de la même base que lui aux États-Unis. Mais Lindbergh rafla le prix Otrag et du coup, toutes les autres victoires furent éclipsées. Des tentatives sont même faites depuis l'Europe, même après l'échec de Ningesser et Collie. En effet, pour la même année 1927, 19 tentatives partirent du vieux continent, mais aucune n'aboutit réellement. On peut citer le Bremen et l'Europa, deux avions allemands qui partirent pour traverser l'océan Atlantique. Ces deux avions sont des Junkers W-33, dérivés du Junkers F-13 que l'on peut voir juste derrière moi. Mais ces deux avions connurent énormément de problèmes techniques et durent rebrousser chemin au-dessus de l'océan. Attendez, stop, 2 secondes. Vous croyez vraiment que cette histoire est finie ? Que vous êtes naïf! En effet, c'est vraiment pas le genre du peuple allemand de se démonter et de se laisser abattre. Et c'est ainsi que presque un an plus tard, ils remettent le couvert et traversent l'Atlantique avec le Bremen le 12 avril 1928. Le lendemain de leur départ, le compas qui leur permet de se diriger tombe en rade à cause du fait qu'ils se rapprochent du nord magnétique et la jauge à essence passe l'arme à gauche. Joie. Mais c'est pas ça qui leur empêcha de boucler leur vol et ils atterrirent dans le Labrador au Québec. Alors non, je ne parle pas du chien, je parle de la province au Québec. Le 13 juin 1929, Lefebvre et Lottie, deux Français, décollèrent des États-Unis pour rallier la France à l'aide de leur Bernard 191 GR, aussi nommé l'Oiseau Canari. Suite au décès de Ningesser et Collie, la France émit une interdiction catégorique à tout homme de traverser l'Atlantique depuis la France pour rallier New York. Ainsi, les deux pilotes utilisèrent une parade des plus ingénieuses. Les deux pilotes décollèrent alors de France pour rallier Southampton en Grande-Bretagne pour un soi-disant voyage d'affaires. Les deux pilotes prirent leur avion, l'Oiseau Canari, et décollèrent de France pour rallier Southampton. Ensuite, leur avion fut chargé dans un bateau cargo qui fut emmené aux États-Unis pour ensuite tenter de traverser l'Atlantique. Les deux pilotes décollèrent d'Amérique pour rallier l'Europe et se rendirent compte qu'un passager surprise s'était dissimulé dans l'avion. C'était en fait un journaliste qui voulait couvrir l'événement depuis l'intérieur. Ce passager surprise était un poids mort supplémentaire pour les pilotes et ils se demandèrent même s'il serait pas plus judicieux de le jeter par-dessus bord pour son imprudence. Le journaliste, trop curieux et avide d'informations compromettant leur trajet, ils furent obligés d'atterrir en Espagne, à Malaga. Le 1er juillet 1930, Coste et Bellonte furent les premiers Français à traverser l'Atlantique dans le sens Paris-New York. Contrairement au vol de Ningesser et Collie qui fut une vaine tentative, ils eurent de très bonnes conditions météorologiques et ainsi purent atterrir après plus de 33 heures de vol aux États-Unis, sains et saufs. Contrairement au vol de Ningesser et Collie, les deux pilotes avaient des conditions météorologiques optimales et des vents d'est aidaient leur moteur hispano-suiza de 620 chevaux. Le Breguet 19 Super Bidon, alias point d'interrogation que vous pouvez voir juste derrière moi, est l'avion qui leur permit d'effectuer cette prouesse. Les premiers vols civils au-dessus de l'océan Atlantique étaient faits par des hydravions. En effet, le premier vol avec passagers est effectué en 1931 à l'aide du dronier DO-X, un impressionnant dodécamoteur allemand. Le 28 juin 1939, un Boeing 314 de la Pan Am America effectua le premier vol régulier avec passagers. En effet, après cette première traversée, une flotte composée de pas moins de 12 hydravions effectuait de manière régulière
la traversée New York-Lisbonne, Lisbonne-New York. Mais les avions ne sont pas les seuls appareils à effectuer des vols Paris-New York. En effet, les dirigeables qui connurent leur âge d'or durant l'entre-deux-guerres effectuent aussi ces liaisons. Ces navires du ciel, comme on les appelait à l'époque, étaient de construction allemande et fabriqués par la firme Zeppelin. Ces dirigeables, à l'image du Hindenburg, étaient des machines monstrueuses. D'ailleurs, ce dirigeable était le plus gros objet manœuvrable pouvant transporter des passagers sur de longues distances. Ces appareils étaient d'ailleurs la vitrine du régime nazi. Ce pan de l'histoire du transport aérien est trop souvent négligé et donc pour rectifier le tir, rien de tel qu'un article sur mon site web, lien en description. Oh, cet auto-placement de produit, mec, c'est horrible. Le mec veut pas ça. Après les exploits des pionniers, la Lufthansa, compagnie aérienne allemande, commença ses premières liaisons transatlantiques au départ de Berlin pour allier New York à l'aide de Focke-Wulf FW200 Condor. Cet exploit eut lieu en 1938. Cet avion volait à une vitesse proche de 300 km/h et rallia Berlin à New York en 25 heures, sans escale. Air France fit de même après la Seconde Guerre mondiale en créant en 1946 la ligne étoilée. Elle était équipée de Douglas DC-4, comme celui que vous pouvez voir sur la photo derrière moi, et ralliait Paris à New York en 23 heures seulement. Avec le perfectionnement des moteurs d'avion, les vols Paris-New York deviennent de plus en plus courts. Dans les années 1950, le Lockheed Constellation effectuait un Paris-New York en à peu près 10 heures. Une étape de plus est franchie à la fin des années 1950 de par la mise en service commercial du fraîchement sorti Boeing 707 intercontinental. Dès 1958, il devient le premier avion de ligne à grand succès commercial et je dirais même à succès international. En effet, de nombreuses compagnies le commandent comme les grandes compagnies américaines, les compagnies européennes comme Air France ou la Lufthansa, voire même des compagnies asiatiques. Cet avion étant équipé de moteurs à réaction, il a l'avantage de la vitesse comparé au DC-4 et au Lockheed Constellation, et donc peut traverser l'Atlantique en 8 heures seulement. La même année, le de Havilland Comet, le premier avion à réaction commercialisé au monde, effectue ses premières liaisons transatlantiques avec la compagnie anglaise BOAC. Après la Seconde Guerre mondiale, comme vous aurez pu le remarquer, beaucoup d'avions sont de construction américaine ou britannique. Mais cela est dû au fait que l'industrie française a été totalement ravagée pendant les années d'occupation allemande. C'est avec la Caravelle que Sud Aviation remet enfin la France en selle sur la scène internationale. Ce biréacteur moyen courrier conçu dans les années 1960 est une révolution dans la manière de voyager. En effet, les nacelles de réacteurs situées à l'arrière provoquaient un énorme confort dans la cabine. En effet, on n'entendait pas du tout le bruit des réacteurs qui était assourdissant pour l'époque. Cet avion fut un grand succès commercial, décliné en plus de 12 versions et vendu à l'international. Sud Aviation réussit un énorme tour de force avec la Caravelle, percer le marché américain, marché impénétrable jusqu'alors et détenu à l'époque par Douglas et Boeing. Douglas d'ailleurs, auteur du DC-8 que vous pouvez voir juste derrière moi. Le Boeing 747, surnommé Jumbo Jet et à juste titre je pense, ouais hein, on est d'accord, est un dérivé du Boeing 707, avion que l'on a évoqué tout à l'heure. Cet avion ayant effectué son premier vol en 1969, la même date que le Concorde vous en conviendrez, peut transporter beaucoup plus de passagers que lui. Ce qui le différencie de son petit frère le 707 est tout d'abord sa motorisation extrêmement puissante. En effet, il est équipé de 4 turboréacteurs JT8D capables de délivrer une poussée juste énorme. De plus, cet avion peut transporter beaucoup plus de passagers que son petit frère. En effet, il est doté d'une excroissance au-dessus qui permet de loger un salon première classe. Son surnom de Jumbo Jet vient du fait que c'était à l'époque le plus gros avion capable de transporter des passagers. En effet, il pouvait contenir 452 passagers à l'intérieur. Avec cet avion, lancé en 1972, le transport transatlantique devient enfin un transport de masse. Le premier vol commercial du Concorde est effectué le 21 janvier 1976 par la compagnie Air France de Paris à Rio en passant par Dakar. Le même jour, la compagnie British Airways effectua ce même vol de Londres en passant par Bahreïn. Concorde était un avion qui, selon le gouvernement américain, était trop bruyant et polluait trop. C'est ainsi que dès l'entrée dans le service commercial, le Concorde fut refusé par les États-Unis et donc fut interdit d'atterrissage aux aéroports de Washington Dulles et de New York John Fitzgerald Kennedy. Les Américains avaient peur des conséquences du bang sonic, un bruit émis par l'avion lorsqu'il passe le mur du son. Une rumeur se répandait alors comme quoi le bang sonic pouvait nuire à la stabilité des bâtiments, voire même pouvoir les détruire.
Or, tout le monde le sait, le Concorde ne survolait pas les terres en vitesse supersonique. Cette rumeur était une intox qui visait à nuire au programme Concorde. Aussi, les Américains invoquaient le fait que Concorde était trop bruyant à l'atterrissage. Mais sauf que des tests ont été réalisés à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. Et le test est clair. Concorde a des valeurs de son nominales qui sont acceptées dans tous les aéroports du monde. Et je dirais même que le Boeing 707 est même beaucoup plus bruyant que lui. Le gros porteur américain avait une valeur de son de 120 EPN décibels acoustiques à l'atterrissage, or que le Concorde avait une valeur de 114 EPN décibels acoustiques. Ce qui fait que Concorde était moins bruyant que le Boeing 707 intercontinental. Mais alors pourquoi Concorde était détesté par les Américains? À cause de leur orgueil? Oui. En effet, dès l'annonce du développement du bel oiseau supersonique franco-britannique, les Américains eux aussi voulaient leur part du gâteau. Dès 1960, au lancement du programme Concorde, ils commencèrent des appels d'offres vers les compagnies américaines. Ainsi, deux projets furent en lice, le Boeing 2707 et le Lockheed L2000. Ce fut alors le Boeing 2707 qui fut retenu par le gouvernement américain à la suite d'un appel d'offres, et ainsi le projet fut lancé. Une maquette à l'échelle 1 fut même construite et une grand-messe fut faite pour la grande présentation de cet avion. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Les Américains se sont rendus compte que le programme était peu rentable et n'allait pas fonctionner. Ainsi, ils engagèrent la cessation du programme Boeing 2707, mettant sur le carreau des milliers d'employés. Ce projet ne fut donc pas mené à terme et donc Concorde devint le seul avion à assurer un réel service commercial. Les Américains, face à la ténacité des Français et des Britanniques, cèdent et ainsi le Concorde est enfin autorisé à traverser l'océan Atlantique pour rallier Paris à Washington. Ayant peur que l'autorisation soit levée très rapidement, Français et Britanniques grimpent dans le Sierra Alpha, qui est en fait le deuxième exemplaire de pré-série, le pré-série français. Alors je vous entends hurler, qu'est-ce que la pré-série? Beaucoup de gens connaissent les appareils prototypes qui sont en fait des appareils qui servent tout simplement à faire des essais en vol, savoir comment se comporte l'avion afin de pouvoir le commercialiser ensuite. Mais Concorde avait une petite singularité, c'est qu'il a disposé de deux appareils de pré-série. Les appareils de pré-série, ce sont des appareils qui ont été mis en place suite au prototype. Sud Aviation et British Aircraft Corporation, sachant très bien que leurs appareils prototypes allaient être très différents des appareils de série, ils décident de créer des appareils de pré-série qui sont des avions test en réalité. C'est-à-dire que ce sont un peu comme des deuxièmes prototypes qui valident de nouveaux procédés technologiques, comme par exemple les coquilles de reverse sur les moteurs, ou alors le nouveau nez basculant qui est totalement différent du Concorde 001 ou du Concorde 002. Vous pouvez voir ici que la verrière a totalement changé. Cette ligne ouverte entre Washington et Paris n'est toujours pas la fameuse ligne royale, le Paris-New York, qui est toujours refusé par les Américains. En effet, l'autorité de gestion du port de New York s'oppose toujours aussi farouchement à l'atterrissage du Concorde sur l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, tout ça à cause des raisons que je vous ai déjà citées tout à l'heure. De plus, le fait que le Concorde soit un avion franco-britannique renforce le protectionnisme américain et conforte les États-Unis dans leurs idées. Le Concorde ne doit pas se poser à New York. C'est alors dans ce climat de tension que les décideurs du programme Concorde décident d'envoyer un émissaire pour rétablir la paix entre l'avion, les décideurs du port de New York et les populations. Alors commence une opération séduction. Le Concorde Sierra Bravo, qui est le Concorde d'avant-série d'Air France, est lancé sur la route du Paris-New York pour aller voir ce qui s'y passe. Ainsi, le Concorde Sierra Bravo, ou de son petit nom Concorde 201, fera alors des essais de décollage et d'atterrissage face à des sonomètres disposés tout au long de la piste. C'est la belle occasion pour tester la fameuse procédure anti-bruit qui a été durement mise en place à l'aéroport de Toulouse et elle donnera entière satisfaction. Ces tests donnent raison aux Français et aux Britanniques. Tous les arguments invoqués tout à l'heure sont donc invalides. La Cour suprême des États-Unis décide donc d'outrepasser la décision de l'autorité du port de New York et Concorde est enfin autorisé à atterrir à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy et enfin commencer ses lignes Paris-New York. Concorde est enfin autorisé à rallier Paris à New York le 22 novembre 1977. Voyageant à plus de 2 fois la vitesse du son, Concorde pouvait, grâce à ses 4 turboréacteurs, boucler un Paris-New York en 3h35 seulement, contre 7 heures pour un avion subsonique lambda, à l'image du Boeing 747, qui était le navire amiral de nombreuses compagnies sur cette ligne. Le supersonique volait donc 12 fois plus vite que le Spirit of Saint-Louis de Charles Lindbergh et voyageait avec 100 fois plus de passagers que lui. Concorde a révolutionné notre manière de voyager. Réservé qu'à certains privilégiés capables de dépenser plus de 40 000 francs le vol aller, il est la définition même du luxe à la française. Les sièges et tapis de sol recouvrant la cabine des Concorde Air France est designé par les plus grands designers français. Et les menus sont à la hauteur d'un restaurant gastronomique, mais dans le ciel. En effet, caviar au cèpe, homard, truffes ou alors foie gras sont à l'honneur dans les cartes proposées
sur Concorde. Les passagers à bord du Supersonic, en plus de bien manger, peuvent aussi siroter quelques martinis ou boire quelques coupes de champagne. Rien n'est laissé au hasard sur le plus bel avion du monde. Pas même les uniformes Air France qui sont designés spécialement pour les hôtesses qui volent sur cet avion en particulier. Celles-ci sont dessinées par de grands couturiers. Cet avion est très prisé des hommes d'affaires pressés ou alors des grandes stars du show business. Ainsi, toute la flotte Concorde, que ce soit chez Air France ou chez British Airways, vit défiler toutes les grandes stars de la jet set ou alors des monarques ou présidents, à l'image de la reine d'Angleterre ou alors du président François Mitterrand. Air France effectua cette ligne jusqu'en 2003, date du retrait des Concorde des deux seules compagnies exploitantes qui étaient Air France et British Airways. 27 ans d'exploitation au total, des passagers rendus heureux, seulement un seul accident grave. Quel autre aéronef peut se targuer d'une telle prouesse, hormis le Mercure de chez Dassault? Assurément, aucun. Aussi, petit fait assez cocasse, quand on décollait de Paris-Roissy-Charles de Gaulle à 11h45, on arrivait à New York à quasiment 8h du mat. Mon pauvre petit, 2800 km/h. Ils ont la forme de cigarettes, sauf 2 fois la vitesse du son. Vous arrivez à New York avant d'être parti de Paris. À cause des décalages horaires, évidemment. Évidemment. Tout cela veut littéralement dire que Concorde est une machine à remonter dans le temps. Oh, attendez, je crois que j'ai une idée les gars. Suivez-moi. On va dire qu'on a bien régressé. Aujourd'hui, plus aucun avion de ligne n'est capable de passer le mur du son avec des passagers à son bord. A l'époque, Concorde était le seul à pouvoir le faire et aujourd'hui, aucun remplaçant crédible ne se profile à l'horizon, même 14 ans après l'arrêt du service commercial Concorde. Aujourd'hui, l'impératif n'est plus de transporter des passagers rapidement, mais d'en transporter de plus en plus. Si bien qu'en 2005 fut présenté l'Airbus A380-800, un avion double pont que vous pouvez voir juste derrière moi et qui fut présenté comme la révolution du siècle. Il peut transporter jusqu'à 855 passagers, ce qui fait de lui le plus gros avion civil jamais construit. Il effectue entre autres des liaisons Paris-New York, mais toujours à vitesse subsonique. Concorde, c'était un énorme bond en avant dès sa mise en service, mais un horrible pas en arrière dès son retrait du service commercial en 2003. Mais pourquoi a-t-il été retiré si brutalement? Nous le saurons peut-être dans un prochain épisode. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimée, bien qu'elle soit longue, mais c'est vrai que parler de l'histoire de la transatlantique en un temps réduit est vraiment très compliqué, tant cette histoire est intéressante, longue et semée de plein de petits événements. Avant de clôturer, je tiens tout d'abord à remercier le musée de l'air et de l'espace qui me permit à 2 reprises tout de même de tourner cette vidéo. Donc la première c'était lors de la commémoration des 40 ans de la traversée de l'Atlantique par Concorde, c'était je crois au mois de novembre 2017 et j'avoue que la vidéo devait sortir direct, mais il y a eu de nombreux problèmes au tournage et c'est pour ça que j'ai dû refaire une deuxième prise au musée de l'air et de l'espace. J'espère que vous n'avez pas trop attendu la vidéo, mais en tout cas maintenant elle est là et je suis content et j'espère que vous le serez autant que moi lors du visionnage. Ensuite je tiens à remercier le musée Delta qui se situe en bord de piste à Orly et qui est vraiment un musée génial qui héberge le Concorde Sierra Alpha que j'ai évoqué dans la vidéo. C'est un avion chargé d'histoire qui est rénové par une poignée de passionnés qui l'ont sauvé d'ailleurs il y a de nombreuses années de cela, de la destruction. Franchement ils ont fait un super boulot, leur avion est en superbe état de conservation, surtout parce en plus qu'il est dehors, donc ils font un super boulot là-dessus. Si vous avez le temps, je vous conseille vraiment d'y aller, les guides sont vraiment des passionnés, charmants comme tout, et ils vous feront une visite guidée vraiment entière et complète pour y avoir bénéficié 2 fois, franchement, c'est top.
Bon et bien si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à la propager sur vos réseaux sociaux préférés. Si vous avez envie d'élargir un peu le sujet, il y a les sources dans la description et sur mon site internet. J'ai créé un article spécial sur la traversée de l'Atlantique par les dirigeables. Donc on part des tout débuts, comme je l'ai évoqué dans la vidéo, jusqu'aux zeppelins. Donc on a un panorama assez grand, vous allez voir. Bon, et en attendant la prochaine vidéo, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À la prochaine. Ciao.